Du côté de Dofus Touch, la reconstruction d'Ekania à la suite de la catastrophe engendrée par l'anomalie temporelle s'apprête à prendre fin pour la mise à jour majeure à venir lors des prochains jours. En effet, la phase de bêta touche à sa fin et nous remercions les joueurs qui auront pris part à celle-ci. Cette mise à jour vous proposera de nombreuses nouveautés, dont des donjons, quêtes, succès et équipements. Préparez-vous à partir à la rencontre du gardien Krakilian, du Zombrut ou encore de la grande matriarche Kanigrula. Ces nouvelles aventures s'accompagneront de modifications importantes concernant l'économie de vos serveurs, principalement autour des ressources et des recettes. Nous vous invitons à découvrir ces dernières au travers du devblog dédié, disponible sur le site officiel. D'autres améliorations et corrections de problèmes seront aussi déployées afin d'améliorer votre expérience de jeu. Rendez-vous très prochainement dans Dofus Touch pour découvrir tout cela. Bonjour à tous. Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais le confinement a impacté l'activité des librairies, des imprimeurs et des éditeurs de livres. Ainsi, les BD qui devaient sortir au mois de mars et d'avril ont été décalés. Le tome 4 de Double Me est sorti courant du mois de mai. Il en va de même pour les 2 ultimes chapitres de Loba Loca, sortis respectivement au mois de mai et en juin. Et à cette occasion, nous avons refait un nouveau coffret avec un nouveau sticker offert. Côté Doggy Bag, c'est une double ration de chair fraîche puisque le tome 15 Made in America est sorti fin mai. 3 autres titres 15 ans en édition collector sont sortis ce mois-ci avec PTSD de Guillaume Saint-Gelin, Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret de Sibylline, Jérôme Davio et Capucine et enfin le premier tome de Radiante de Tony Valente. Côté nouveauté, vous n'êtes pas en reste après avoir subi un report, Kiroro de Bruno Waro et Rémi Guerin, dont on vous avait parlé la précédente émission, est enfin sorti au mois de juin. On espère que cette aventure mystérieuse et colorée saura vous captiver autant que nous. Sachez que les 20 premières commandes passées sur l'Ankama Shop seront dédicacées par l'auteur. Petit coup d'œil sur le mois de juillet avec une autre nouveauté, Basilico. Porté par Giulio Macaione, un auteur italien, ce roman graphique au très sobre saura vous faire voyager au cœur de l'Italie où vous y découvrirez les plus sombres secrets d'une famille sicilienne. Une pure saga familiale mettant en lumière avec beaucoup d'ironie les travers de la société matriarcale italienne traditionnelle. Et ce n'est pas tout, si vous achetez la BD sur Ankama Shop ou en librairie participante, vous recevrez un marque-page ensemencé de graines de tomates ou basilic. Oui, vous l'avez bien entendu, vous pourrez donc planter vos petites graines de tomates et de basilic. Idéal pour mettre en pratique les recettes que l'œuvre vous propose. Vous l'aurez compris, si vous avez été en manque de lecture pendant le confinement, eh bien, vous êtes servis. On compte sur vous maintenant plus que jamais. Si vous êtes tenté par une BD ou un manga, c'est le moment de passer chez votre libraire et de le soutenir. C'est toute la chaîne de la bande dessinée française qui a été touchée par ce confinement et nous comptons bien nous relever. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. La période qui vient de s'écouler a été assez paradoxale pour l'équipe Ankama Board Games. D'un côté, notre équipe à nous, celle qui se charge de créer les jeux et de développer des projets d'édition, a été obligée de travailler au ralenti. Après tout, c'était assez difficile de réunir tout le monde dans une même pièce pour tester un prototype, ou même de lancer la production des boîtes quand toutes les usines sont fermées. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes restés les bras croisés, attention, très très loin de là, c'est juste que le rythme a été moins soutenu que d'habitude, et ça a forcément entraîné des délais. D'un autre côté, les jeux Ankama Board Games eux-mêmes, ils ont fait preuve d'une vie bouillonnante, c'était un super moment pour jouer tous ensemble. Et du coup, sur internet, on a vu circuler pas mal des photos de familles qui étaient réunies autour de Draftosaurus ou de Poison, ou des gens qui tournaient des unboxings de Crossmaster Blast, ou tout simplement qui parlaient du bon moment qu'ils avaient passé ensemble à jouer avec des jeux Ankama Board Games. Et comme un jeu, c'est fait pour être joué, ça nous fait vraiment plaisir de voir que nos jeux ont autant été appréciés dans une période qui n'était pas forcément très facile. Alors, du fond du cœur et de la part de toute l'équipe, on vous dit tous merci. On espère que vous allez bien maintenant, que vous avez toujours envie de jouer, parce que nous, on va pas se laisser faire et on a encore des tas de choses à vous montrer cette année. Du coup, quoi de neuf chez Ankama Board Games ? Juste avant le début du confinement, nous avons sorti Poison, le party game dont on vous avait parlé lors du précédent épisode. Même que ça avait mal fini pour moi et que j'ai mis un petit peu de temps avant de m'en remettre. On remercie tous ceux qui l'ont essayé et qui l'ont apprécié depuis sa sortie. Nous avons également pu livrer la majorité des backers de Crossmaster Blast, ce qui leur a permis d'essayer le jeu à leur aise. On a eu des super retours, on espère que le jeu va continuer à vous plaire.
Il sera maintenant disponible en magasin spécialisé, mais sans les éléments exclusifs de Kickstarter, accompagné de la nouvelle saison de figurines Gloomy Grove. Le travail sur Archaïs ne s'est pas arrêté, bien au contraire, on a réalisé d'énormes progrès en termes d'illustration, d'écriture des textes d'ambiance et d'équilibrage du jeu. Et de son côté, la team Kaedama a travaillé aux règles du mode Dungeon Crawler, qui est un mode de jeu spécial rejouable à l'infini, dans lequel chaque partie sera différente. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, vous pouvez toujours nous rejoindre, les plages tardives sont encore ouvertes. Monster Slaughter Underground sera livré avec un petit peu de retard par rapport à sa date de sortie qui était prévue en mai, mais tous les éléments du jeu sont prêts à l'impression et la fabrication des figurines commence en ce moment même. Draftosaurus continue à faire parler de lui, car après avoir remporté 3 prix en 2019 et avoir fait partie de la sélection As d'Or Jeu de l'année au Festival des Jeux de Cannes, excusez du peu, le jeu continue à être nommé et à gagner des prix. Par exemple, il a récemment remporté le American Tabletop Award, il a aussi été nominé au Golden Geek Award et au Origins Game Fair Award. C'est fou le succès que ces petits dinosaures ont eu. D'ailleurs, entre nous, on songe à en rajouter un petit peu plus des dinosaures, mais chut, on vous en reparlera. En ce qui concerne nos futures sorties, les 2 prochains jeux à venir seront d'abord Dream Runners, dont on vous a parlé la dernière fois, et dont la sortie est maintenant prévue cet été. Et ensuite un tout nouveau jeu qui s'appelle Dragon Parks, dans lequel vous serez le propriétaire d'un parc rempli de dragons. Vous allez devoir gérer les envies du public et les besoins de nourriture de vos créatures afin d'attirer un maximum de visiteurs dans votre parc. C'est un jeu de draft pour 2 à 5 joueurs qui va se jouer avec des cartes transparentes et dont la sortie est prévue après la rentrée. Bon allez les amis, promis, la prochaine fois on aura des trucs encore plus cool à vous montrer. D'ici là, on veut que vous continuez à jouer. Salut à tous! Une nouvelle dimension va faire son apparition très bientôt dans Wakfu, il s'agit de la dimension Osamoda. Cette nouvelle dimension sera divisée en 4 zones qui auront chacune leur propre écosystème, en termes de ressources et en termes de famille de monstres aussi. Que ce soit en bravant le gel de la toundra, l'aridité du désert, le soleil de la plage ou encore les arbres d'une forêt mystérieuse, ces 4 zones accueilleront 4 nouvelles familles de monstres qui vous donneront vraiment du fil à retordre. Nouvelles quêtes, nouvelles zones, nouveaux donjons, préparez-vous à découvrir les secrets que referme cette dimension. On continue le travail annoncé sur le refonte de classe en décembre dernier, vous avez déjà pu découvrir le steamer dans la version 1.67, maintenant c'est au tour du Feka d'avoir sa refonte. Nous avions annoncé lors du live sur les classes que nous souhaitions spécialiser le Feka dans un rôle de protecteur, dans un nouveau rôle de protecteur. Nous avons donc revu le mécanisme de bouclier et de glyphe que vous pouvez d'ores et déjà tester sur la bêta. On remercie d'ailleurs tous les joueurs qui ont déjà fait les retours sur la bêta, ça nous est vraiment utile, on invite tous ceux qui souhaitent en faire à venir participer. Nous n'allons pas tout vous révéler maintenant de cette prochaine mise à jour, nous avons d'autres surprises qui vous attendent, alors restez à l'affût et bon jeu à tous sur Wakfu. Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cet Ankama-Mappa live un peu particulier. J'espère que vous vous portez bien et que vous vivez la situation du mieux possible. Du côté de Waven, nous avons mis en place du télétravail pour nous permettre de continuer le développement du jeu à distance. Alors évidemment pas toujours dans des conditions très optimales, donc un petit peu au ralenti, mais quand même suffisamment pour me permettre de vous présenter quelques petites choses aujourd'hui. Pour commencer, revenons sur le PVM. Dans l'émission précédente, je vous avais indiqué que nous avions retravaillé le système de donjons. En fait, nous avons continué cette refonte des donjons. Nous avons également appliqué des modifications sur la zone environnante. Donc par rapport à ce que vous avez pu tester en décembre, nous avons retiré la mécanique qui consistait à devoir farmer les monstres de la zone pour pouvoir déterminer le niveau du donjon que vous alliez faire. On a bien compris que ça ne fonctionnerait pas, c'était trop rébarbatif, donc on l'a écarté. On a également retiré les monstres qui se baladaient dans la zone. À la place, on a positionné des PNJ de quête. Alors, quand on parle de quêtes dans Waven, il faut comprendre des successions de combats. Ces quêtes vont vous permettre de vous familiariser avec les monstres de la zone et elles vont également vous permettre de progresser dans la difficulté et dans la découverte de la zone en question. Ça nous permet de notre côté de vous proposer un parcours guidé, progressif et cohérent dans la découverte de la zone, des combats et des récompenses à obtenir. Deuxième point à aborder d'ordre graphique cette fois-ci, puisque nous avons entamé un chantier de refonte des personnages. Pour 2 raisons. La première, c'était par souci de cohérence et d'homogénéité de l'ensemble. On a souhaité retravailler certains sprites pour qu'ils soient davantage en adéquation avec leur illustration.
La deuxième raison, c'était pour nous permettre de commencer le chantier des skins. Vous le savez, dans Waven, il n'est pas possible de modifier la couleur des cheveux, des vêtements ou de la peau. Pour pouvoir modifier son apparence, il faut forcément équiper une arme, et cette arme modifie l'apparence au complet. Donc pour vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres joueurs qui ont équipé la même arme, nous allons proposer un système de skins. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons actuellement avec l'équipe des designers. Pour terminer cette petite session, nous restons dans le visuel et dans le graphisme, mais cette fois-ci du côté des décors, puisque nous avons également avancé certaines ambiances et certains décors. Je ne vais pas vous parler du contenu de ces différents décors, mais simplement pour le plaisir des yeux, je vous propose de visualiser la nation de Bonta, la nation de Brakmar, et quelques hubs de donjons, comme par exemple les gelées, les toufous, ou encore les cochons. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur ces différents points dans des articles de Devblog, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver sur Ankama Live. Premier sujet, on avait envie de vous parler du tournoi Temporis qui a lieu en ce moment. Donc les rondes viennent de s'achever ou vont s'achever et les phases finales vont commencer. Sachez que si vous avez besoin d'informations concernant ce tournoi, vous allez pouvoir toutes les retrouver sur dofus.com. Voilà. On souhaite bonne chance aux finalistes pour le final de l'avènement des parchementiers. Aujourd'hui par contre, on avait vraiment envie de vous parler de la refonte de Pandala. On avait commencé à vous en parler très rapidement dans l'Ankama Live précédent. Mais aujourd'hui, on est capable de vous en dire un peu plus. Est-ce que, Logan, tu pourrais nous dire quelles sont les modifications auxquelles les joueurs peuvent s'attendre ? Alors, on sait que vous êtes très impatient d'entendre parler de la fameuse refonte de l'île de Pandala, cette île que vous aimez tant et qui vous accompagne depuis des années. Alors, il faut savoir que déjà, on va complètement refaire l'île telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce n'est pas une simple refonte graphique, mais bien une refonte graphique et de contenu. Alors, juste pour vous donner quelques pistes un petit peu sur aussi leur background pour l'instant, je vais vous renvoyer à ce qui s'est passé notamment dans vos dernières quêtes autour de l'Héliocalypse sur la mise à jour de décembre, sur lesquelles notamment vous avez entendu parler d'un certain dragon qui faisait partie du conseil pour faire face notamment à la menace des 4 cavaliers, et pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez pu deviner qu'il s'agissait en réalité du dragon de Pandala. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le dragon de Pandala, depuis, et qu'est-ce qu'il projetait, quels étaient ses projets ? Vous allez bientôt pouvoir le découvrir, mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Sachez que du coup, toute la zone et toute l'île a été revue pour accompagner, bien évidemment, le nouveau background, et que l'arc narratif va continuer, puisque nous commençons aussi le chapitre 2 de l'arc d'Héliocalypse, cette année, et Pandala sera aussi la première occasion de continuer un petit peu l'histoire qu'on vous a racontée jusque-là. J'ai vu aussi qu'il y allait avoir différentes zones. Est-ce que tu peux bien nous parler de ces zones, s'il te plaît ? Alors oui, alors comme je le disais, on a revu toute la topologie de l'île, puisque maintenant vous aurez donc par défaut 5 zones qui sont Air-Dala, Feu-Dala, Aqua-Dala, Terre-Dala et Plant-Dala, pour venir accompagner, sachant que chaque zone va disposer d'une nouvelle famille de monstres, qui ne sera pas forcément en rapport avec l'ancienne famille de monstres telle que vous la connaissiez jusque-là aujourd'hui. Ok, donc je suppose qu'on peut s'attendre à avoir une nouvelle zone de farm, de nouveaux équipements à crafter, etc., non ? Bien sûr, qui dit nouvelle zone dit nouvelles ressources, nouveaux équipements et également nouvelles panoplies. En plus, dans ces nouvelles zones vont être intégrés de nouveaux donjons que vous pourrez découvrir avec les nouvelles familles de monstres, bien évidemment. Il faut aussi savoir en tête que nous avons revu le niveau de l'île de Pandala de manière globale, puisque chaque zone disposera d'une tranche de niveau qui sera différente, dont le niveau minimum sera au niveau 100. Et avec tous ces nouveaux équipements, ces nouvelles zones, en global, on peut s'attendre à avoir un nouveau Dofus au mois de juillet. Ah, la grande question. Alors, vous êtes tous convaincus depuis des années qu'il y aurait quelque part en Pandala un Dofus qui serait caché. Eh ben, vous avez à la fois tort et à la fois raison. Peut-être qu'il y a un Dofus, peut-être qu'il y a des Dofus, ce sera à vous de le découvrir. Justement, en parlant de découvrir, on va diffuser sur notre chaîne YouTube très bientôt le trailer pour cette mise à jour. On est vraiment très fiers, on espère vraiment que ça va vous plaire. Logan, tu as quelque chose à nous partager encore ? Oui, bien sûr. Alors, je voulais déjà vous préciser que ce qu'on voulait pour cette première mise à jour de Pandala, première, et voilà, j'ai déjà donné un indice sans le savoir, c'est qu'on voulait vous reproposer l'île telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais on ne va pas s'arrêter là. Du nouveau contenu va être ajouté plus tard dans l'année, et vous proposer de nouvelles zones à plus haut niveau, et de nouveaux défis à relever qui feront suite à l'histoire qu'on va commencer très bientôt. Eh bien, merci pour toutes ces réponses, Logan, et puis on vous dit à très bientôt. Salut ! On vous dit au revoir.
Bonjour à tous, c'est Jean et je suis en compagnie de Todd. Bonjour Todd. Salut. Alors pour ceux qui connaissent pas Todd, on va prendre quelques secondes peut-être pour te présenter. T'es qui Todd? Je suis qui? Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas passé à la télévision d'Ankama. Donc je fais partie des 3 fondateurs d'Ankama, directeur créatif et puis président de la société aussi. D'accord, et ton rôle sur Wakfu c'est quoi? Sur Wakfu, je fais partie des gens qui ont créé l'univers du Cosmos en général. Alors j'étais pas tout seul, hein, mais j'écris beaucoup dessus et je fais pas mal de game design aussi à côté. D'accord. On va parler aujourd'hui du Kickstarter. On est en train de lancer un Kickstarter pour proposer à notre communauté de nous aider à créer la saison 4 de Wakfu. Tu es le créateur de la série Wakfu. Tu as travaillé déjà sur les 3 premières saisons. C'était quoi l'idée de départ de Wakfu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette série? Alors, après, je l'ai déjà pas mal expliqué sur d'autres interviews, mais c'est vrai qu'au démarrage d'Ankama, dès le début, on souhaitait faire Alors au tout début, on faisait des sites internet pour des marques. Et puis c'est vrai que notre objectif, et c'était dans les statuts de la société dès le démarrage, donc je parle de ça il y a déjà 19 ans en arrière, on était très jeunes. L'objectif c'était de faire du jeu vidéo, de la série, de la BD, d'aller dans tout ce qui pouvait toucher au divertissement. Alors à l'époque on n'avait rien du tout, mais grâce au sujet de Dofus, on a pu commencer à éditer des bandes dessinées sur notre univers. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus sympa d'éditer des BD nous-mêmes, les mettre en librairie, que d'acheter pour des millions d'euros des publicités à la télévision ou dans les magazines. En tout cas, on a fait la promotion de notre univers et de nos jeux au travers des produits dérivés. Et après les BD et après des artbooks et des peluches ou figurines, on s'est dit, on était autant piloté par l'ambition de donner une existence à notre jeu, une crédibilité à notre jeu, que par l'envie aussi de fanboy de faire de notre propre série. On s'est dit, l'étape d'après, c'est une série télé. Ça va être un challenge, ça va être beaucoup de boulot, mais on s'est dit qu'il n'y aurait rien de mieux pour faire connaître notre univers, en fait. Donc c'était drivé par ça. C'était vraiment la promotion de notre univers par rapport à la création, en fait. Pas par rapport à l'achat de publicité ou de plans marketing, on va dire, classiques. On était vraiment piloté par l'envie de créer nos personnages, les présenter et travailler la promo comme ça. Donc raconter l'histoire et animer le monde en fait que tu avais créé, quoi. Qu'on avait créé tous ensemble autour de Dofus, le faire et booster ça, développer les personnages, développer l'univers et s'amuser autour de ça, en fait. Après, moi j'ai toujours été passionné par l'idée de raconter des histoires. Et là, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a pu s'amuser. Tu as créé donc la confrérie du tofu, qui est une galerie de personnages. Ces personnages, ils sont venus d'où? De mon entourage. La plupart de mon entourage. Il y a des personnes qui se retrouvent, en fait. Mon fils s'appelle Hugo, le héros s'appelle Hugo, donc c'est à peine caché. Eleli, c'était un mélange entre ma fille qui s'appelle Lily et sa petite cousine qui s'appelle Elena, donc on a un personnage qui s'appelle Eleni. Flopin, c'était le petit cousin. J'ai, par exemple, Nox. Moi, je me suis beaucoup mis dans Nox, surtout dans l'épisode spécial où je me suis pas mal livré. Et ma femme, c'est Galante. D'ailleurs, elle a la même forme, elle a une taille comme ça, et puis après des hanches un peu comme ça, très belle. Donc ma femme, c'est un peu Galante, et j'ai mis un petit peu mes craintes, mes problématiques perso dans ce personnage-là. Et dans l'épisode spécial, ça se ressent beaucoup, parce que quand on le voit se retourner dans son lit, il n'arrive pas à penser à autre chose qu'à son Héliacube. Moi, mon Héliacube, c'était Ankama. L'Héliacube donne à Nox, qui est un horloger moyen, la possibilité de créer tout ce qu'il veut. Ankama donne à Tot, qui est un artiste moyen, la possibilité de créer tout ce qu'il veut. Et en fait, il y a plein de relations comme ça. Évangeline, c'est ma sœur, ce côté... Mais elle s'en est pas rendue compte tout de suite. Il y a des gens qui l'ont vu avant, il y a des gens dans la famille qui l'ont vu avant elle. Julie, dans le film Dofus, c'est ma femme. Voilà, il y a vraiment ce côté... Après, bien sûr, ils vivent des aventures qui sont déconnectées forcément de ce que vit mon entourage.
Mais sur l'épisode de Noxymilien, ma femme, c'était un peu la surprise, parce que je m'étais quand même beaucoup livré. Et il y avait la petite anecdote, c'est que quand on a mis on était une vingtaine de copains à la maison le jour de la diffusion, c'était il y a longtemps, peut-être une petite dizaine d'années sur France 4. Il l'avait mis à 20h sur France 4 parce qu'en fait c'était un peu trop chaud pour les petits. Il est quand même particulièrement dark cet épisode. Ma femme n'avait rien vu en fait, donc c'était un peu la surprise. Enfin, une mauvaise surprise. Parce qu'on était 20 potes qui avaient participé au développement du projet. Et en fait, quand elle l'a vu la première fois, en fait, elle était juste devant moi. On n'a pas cette chaise, on n'a pas cette divan, donc elle était juste devant moi, assise en tailleur par terre. Et je voyais son corps qui vibrait un peu. Là, je commençais à comprendre qu'elle chialait. Et à un moment, elle s'est retournée comme ça, avec un petit regard, genre, qu'est-ce que t'as fait ? T'as été raconter notre vie, comme ça. Elle m'en a voulu pendant une semaine ou deux, quand même. Puis après, c'est passé. Donc c'est des reflets d'aspects de personnalité de gens que tu connais, c'est pas forcément des caricatures ou des représentations fidèles. Non, non, bien sûr. Après, je fais jamais de caricatures en général, c'est les gens que j'aime bien, ou qui ont une place dans ma vie, qui m'inspirent. Et puis après, qui me permettent aussi de travailler des personnages qui ont une couleur. Je pense que beaucoup d'auteurs font ça, en fait. Ils sont inspirés par ce qui les entoure, des situations qu'ils vivent, puis des choses qui... Du coup, c'est plus facile à exprimer quand on a des repères comme ça. Et on dit souvent que... je pense qu'il n'y a pas une journée chez Ankama où l'un de nous ne prononce pas au moins une fois le nom d'un des personnages de Wakfu. C'est des membres de notre famille en réalité, et on le comprend mieux une fois qu'on sait que c'est aussi des membres de ta famille. C'est des personnages qui ont une profondeur et qui ont des nuances, et je pense que c'est aussi ça qui rend la série si passionnante et si attachante. Donc on les a vus évoluer dans la saison 1, dans la saison 2, dans la saison 3. Ils sont devenus très différents de ce qu'ils étaient au départ. Il y a eu des transformations épiques. Aujourd'hui, on parle de la saison 4. On a envie de raconter cette histoire-là. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas raconter dans la saison 4 ? En fait, oui et non. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai envie de raconter, mais j'ai envie de raconter tellement de choses que je ne sais pas par quoi je vais commencer. Ce qui se passe, c'est que dans les saisons précédentes, ce qui s'est passé, c'est que souvent, je partais de l'angle du méchant. Je travaillais un méchant qui me plaisait, que ce soit Kilby, que ce soit Nox, que ce soit Oropo, ou même dans le film Dofus, Au travers de Juillet, je m'accrochais au méchant, et le méchant devenait l'enjeu des gentils. Et donc ça, c'était vraiment c'était ma façon de faire longtemps, c'était de me dire le méchant en premier. Et puis en fait, les héros vivent une aventure qui est en rapport avec les objectifs du méchant. C'est ce qui fait, je pense aussi, que les fans aiment bien les méchants dans nos univers, c'est qu'en fait, au final, ils existent. Et surtout, moi, je pense qu'un méchant qu'on aime, c'est un méchant qu'on comprend. C'est quand il commence à y avoir un espèce de débat moral où le vilain, en fait, explique son plan et explique ses motivations. Et quand que spectateur, on se dit « Ok, je comprends. Ouais, c'est limite. Je dis pas que je ferai comme lui, mais je comprends pourquoi il le fait. » Et donc ça, j'adore travailler cet aspect-là chez le vilain. Et sur la saison 4, justement, je suis parti dans une direction où j'ai le sentiment que j'ai les vilains, les antagonistes, parce que c'est jamais réellement des gros vilains, ils ont toujours une motivation qui est assez... Donc j'ai mes antagonistes, mais je me suis rendu compte en fait qu'avec ces personnages-là, j'arriverais pas vraiment à faire ce qu'on a pu faire sur les personnages précédents, sur les vilains précédents. Donc sur cette saison 4, là je suis en train je voudrais surtout développer les héros en fait, et puis explorer leur passé à tous. On a initié ça beaucoup dans la saison 3, surtout avec Hugo, avec Oropo et avec ce qui a pu se passer. J'aimerais faire la même chose avec Ruel, qui a sa femme. On va pouvoir pousser ça. Avec Evangeline, tristement, c'est presque le héros de la série, autant qu'Hugo. Donc à un moment, il va falloir que je peux le lâcher un petit peu, on sait déjà plein de choses. Par contre, Evangeline, on ne sait rien. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Je voudrais me concentrer un petit peu plus aussi sur Amalia. Donc, par rapport aux saisons précédentes, peut-être développer un peu plus les héros. Le méchant aura peut-être pas autant de... On va essayer. En tout cas, il aura peut-être pas autant de charisme que les précédents. On verra.
On sait que les méchants que tu crées sont des personnages qui ont une dimension, qui ont une profondeur, qui ont des nuances. C'est ce que tu disais, hein, ils sont jamais totalement méchants. En tout cas, on essaye. Ouais. Mais c'est vrai aussi de nos héros qui ont quelquefois aussi des nuances. Les gens purement, 100% gentils ou 100% méchants, je sais pas si ça existe en fait. Et puis même ceux qui sont 100% méchants, parce qu'on pourra me dire, ouais, mais t'as quand même des illustres personnages qui ont été 100%, voire 2000% méchants. Ouais, mais ils le sont devenus quand? À quel moment? Quel traumatisme ils ont vécu avant de passer cette frontière-là et de devenir des... Voilà. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans les histoires. Quand je vois des Disney ou des choses comme ça, c'est là que j'ai un petit peu de mal. C'est que souvent, ça manque de nuances. Ça me fait penser toujours à la pub de Orangina Rouge, là, je sais plus quoi. Pourquoi est-il si méchant? Parce que... Bah d'accord, ok. Moi, je trouve que c'est les personnages qui sont plus fascinants, ceux qui sont tracassés, traumatisés, qui sont pas bien dans leur peau au final. Je trouve que c'est plus intéressant parce qu'on est tous un peu comme ça en fait, que des personnages qui sont tout blancs ou tout noirs. Et ça va aussi bien du côté des héros, qui sont pas aussi... Hugo, il a quand même fait des trucs horribles. Moi, c'est ce que j'adore aussi avec ce personnage, c'est qu'on fait passer quand même des idées terribles. Ce qu'il fait à Kill Bill, c'est immonde en fait, dans la saison 2. Mais en même temps, il n'a pas le choix. Donc à sa place, on se dit ok, il faut le faire. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est horrible de mettre quelqu'un en prison dans un lieu comme ça, où il est tout seul, enfermé, sans idée du temps qui passe. C'est abject en fait. L'autre, déjà, il est devenu fou à cause de ça. Et là, il lui remet une couche, il lui refait la même chose. Parce que c'est plus facile moralement que de le tuer. Donc, mais en réalité, c'est pire. Et donc d'avoir des personnages qui sont obligés de faire des choix comme ça, alors que c'est les héros, ça j'adore. Ce que j'adorais dans la saison 2 notamment, c'est en tout cas du retour des fans, c'était les fans qui disaient « Ah, Kill Bill a quand même... » Toute la première saison, j'en ai pris plein la tête parce que les gens disaient « Ah, mais Kill Bill a beaucoup moins de charisme que Nox, c'est nul, machin et tout. » Puis à la fin de la saison 2, ah, il est bien, Kill Bill quand même, c'est horrible, Hugo ce qu'il lui fait, et en fait il y a eu tout un débat autour de ça, et Kill Bill, je sais pas s'il a eu autant d'importance que Nox, mais en tout cas d'un coup il s'est mis à exister, et il s'est mis à devenir un personnage torturé, un personnage en fait presque un martyr en fait. Ça c'est sympa quand même quand on arrive à ça. Donc non, ça c'est un plaisir, c'est sûr de travailler des psychologies de personnages comme ça, et puis derrière après voir les gens qui en parlent et qui débattent sur le truc, c'est super cool. Moi, je pense à l'histoire dramatique de Ruel, je pense à l'évolution d'Amalia aussi. Il y a cette complexité-là. Donc, la saison 4, tu nous dis, elle va être tournée vers les protagonistes. Si, je vais partir du principe que c'est potentiellement la DER DDR. Donc, si c'est la DER DDR, je veux me concentrer sur les héros, plutôt que d'introduire un vilain qui prendra peut-être trop la place. Donc je voudrais vraiment que ce soit eux les vrais héros, enfin en tout cas, qu'il n'y ait pas une ombre qui vienne planer au-dessus d'eux et au-dessus de leur légende, on va dire. Ouais. Donc je voudrais vraiment J'ai deux, trois idées que je veux absolument faire et qui peuvent être super sympas, donc je veux développer ça autour des héros de la confrérie. D'accord. Et donc, on a décidé de lancer un Kickstarter. Pourquoi un Kickstarter pour cette saison 4 ? Alors pourquoi un Kickstarter ? En fait, on en a beaucoup parlé. On avait beaucoup parlé du fait que, déjà, sur les saisons précédentes, je ne parle pas des 3 spéciaux, qui étaient des formats particuliers négociés avec France Télévisions. Je parle de la saison 1 et de la saison 2. Moi, je suis habitué sur des trames en fait, de 26 épisodes. Donc ça laissait le temps, même s'il y avait beaucoup d'épisodes qui étaient des stand-alone, donc des épisodes qui pouvaient se voir en dehors de la trame principale. Bon, c'était un peu un jeu avec France Télévisions à l'époque où ils ne voulaient pas de feuilleton. On arrivait toujours à claquer un peu de feuilleton en disant « Ah, mais ce ne sera pas full feuilleton, donc il y aura 2 premiers épisodes qui vont suivre, puis 3 bouffe-bols au milieu, puis en fond on arrivait quand même à mettre un fil rouge, donc c'est quand même devenu bien feuilleton. » Mais c'est ce qui a fait le succès, je pense aussi, de Wakfu. Et donc en fait, j'étais habitué sur 26 épisodes, on avait le temps de placer des choses, de créer des petites connexions, même des fois quand elles étaient un peu invisibles, créer des relations entre les héros, indépendantes du vilain et des motivations du vilain. Puis quand il revenait, qu'il recroisait le vilain, hop, ça reprenait plus d'ampleur. Sur la saison 3,
Ça, je pense que je l'avais déjà expliqué, peut-être à Hiro quand il était venu, quand on avait fait une vidéo. Je sais plus bien. C'est l'âge. Sur la saison 3, un peu emballé, puis, parce que ça me plaisait aussi. Moi, j'ai cru qu'on allait pouvoir faire assez facilement 26 épisodes. Je savais que Netflix prenait 13. On en avait déjà parlé, ils achètent que du 13, ça leur permet de tester. Mais étant donné, on va dire, le succès de Wakfu, les fans derrière, je me suis dit, bon, on va faire de l'audimat chez France Télévisions, parce qu'en fait, on a vendu la série à France Télé pour la France, et Netflix pour le reste du monde. Ils ont les droits pour le reste du monde. Et je me suis dit, entre les deux, ça va marcher. Donc il y a eu 13 épisodes, avec la volonté, en fait, donc au final, de pouvoir embrayer assez rapidement sur 26. Ça s'est pas passé du tout comme ça. Donc il y a eu 13 épisodes, et puis après, plus rien. Bon, pas assez de succès sur Netflix, apparemment. Et puis sur France Télévisions, changement de direction aussi chez France Télévisions, c'est toujours pareil. Quand vous avez un directeur, des programmes jeunesse qui lance une série, son successeur, il est moins pressé de l'avoir continué. C'est pas son bébé à lui, donc c'est pas évident. Et puis sur France 4, forcément on a augmenté nous un petit peu la cible, l'âge. Sur France 4, forcément, on fait moins d'audience que sur France 3, parce que la chaîne est simplement moins vue, moins présente que France 3. Malgré tout, on faisait quand même des super audiences. Mais après avoir demandé plein de fois, pas de relance, c'est compliqué. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire après ? La suite, oui, mais bon. Et l'âge, le même que sur la saison 3, on continue dans la même veine. Ça pourrait être, pour moi, on l'appelle saison 4, mais dans ma tête, c'est saison 3, partie 2, en fait. Et là, plus rien. Donc ça casse les pattes, parce que quand vous bossez, on a tous bossé comme des malades sur Wakfu. Je pense que ça se voit, que ceux qui aiment, même ceux qui aiment pas, je pense qu'ils ne peuvent pas dire qu'on n'a pas bossé. Ça se sent à l'image, ça se sent à tous les niveaux. On a réellement bossé comme des malades sur cet univers, sur cette série. Et quand vous avez plein d'espoir par rapport à l'énergie que vous mettez dedans et à la qualité que vous mettez, qui est toujours partie en évoluant, en montant, en grimpant, et que derrière la récompense n'est pas au bout du tunnel, ça casse les pattes. Donc déjà, on n'a pas l'argent forcément, donc c'est compliqué. Et deux, ça casse les pattes, même créativement parlant. Donc moi, j'ai mis peut-être quand même 1 an après la diffusion, un peu comme le film Dofus. C'est les deux trucs où j'ai été traumatisé par 3 choses. Enfin, traumatisé, on va pas abuser non plus, mais ça flingue quand même pas mal. Refroidi, plus que refroidi, moins que traumatisé. Il y a un truc entre les deux. Le film Dofus, le manque de succès du film Dofus, avec mon pote Cabo, Gigi, Coréal, on a mis 6 mois à s'en remettre, c'était très difficile. Welsh et Cheddar, où j'avais déjà bossé à l'époque, 10 ans en arrière, comme un fou, pour faire cette série, c'est tombé à l'eau, et puis au final, on a fait Kérubim. J'avais tellement la rage que sur Kérubim, en fait, j'ai écrit un épisode. Sur 52, j'étais tellement... Et puis Wakfu saison 3, où ça va pas plus loin. Donc j'ai mis 1 an à m'en remettre. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, sur Twitter, sur les forums, quand vous avez des gens qui vous encouragent plusieurs fois par jour, en fait, qui vous rabâchent. C'est comme ma fille à la maison quand elle veut quelque chose. À 15 ans, quand on veut quelque chose, on demande 10 fois aux parents. Je peux avoir ça ? Non. Je peux l'avoir ? Non. Je peux l'avoir ? Ok. Et donc c'est vrai qu'il y a un moment, le côté un peu déprimant du truc, du manque de succès, même peut-être aussi un peu du manque de pas du respect, mais du regard de nos partenaires et par rapport au boulot qu'on a fait, on se dit, ça fait mal, mais ça c'est compensé par les fans qui vous poussent. Et par contre, c'est clair et net que c'est impossible pour nous de la financer à 100%. Et donc, à chaque fois, on me disait, fais un Kickstarter, fais un crowdfunding, un financement participatif. J'ai répondu sur Twitter, je pense que si je devais ressortir le nombre de tweets où j'ai dit, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, blablabla. Je pense que ça ferait beaucoup de messages. Et puis au bout d'un moment, ça fait son chemin. Et puis au bout d'un moment, on se dit, allez, pourquoi pas. Et puis c'est vrai que ça nous permettrait de finir
en beauté, voir si ça marche vraiment, pourquoi pas d'imaginer d'autres choses. Et puis ce Kickstarter, s'il fonctionne, peut-être aussi permettre, avec l'engagement des fans, et bientôt, et le nombre de personnes à participer serait aussi important que le montant débloqué. Parce que plus il y aura de monde, plus ça donnera envie, j'espère, à une plateforme ou à une chaîne de revenir sur le projet. C'est-à-dire que quand j'en parle aujourd'hui, c'est oui, on va y réfléchir, mais en fait on n'y réfléchit pas. Si j'arrive avec des chiffres d'engagement de notre communauté, c'est sûr que c'est pas la même histoire. Par contre, pour faire un Kickstarter, et c'est ce qu'on va proposer là, fallait s'engager chez nous s'engager sur une production minimale. Donc c'est vrai que par rapport, c'était ça aussi le danger. Aujourd'hui, on va le faire, on va assumer. Mais bon, vous découvrirez, ils découvriront pendant le Kickstarter. Lundi, pendant le Kickstarter, un petit peu ce qu'on propose, mais on va s'engager sur un nombre d'épisodes minimum qui seront financés par Ankama. On ne pourra pas tout faire. La suite, en fait, elle dépendra de vous, elle dépendra des joueurs. Donc ça, c'est un petit peu la contrepartie qu'on a. Puis on va se remotiver comme des fous pour... on va reperdre chacun 5 ans de vie, 5 ans d'espérance de vie. Mais on va se remotiver comme des fous pour faire une nouvelle saison. Ça peut être super. Donc l'idée, c'est la communauté va contribuer en partie au financement de ces épisodes, mais Ankama va financer la plus grosse partie finalement de cette production. Sauf si on arrive à convaincre des diffuseurs en disant, regardez, il y a quand même tous ces gens-là qui sont prêts à nous suivre et qui viendront chez vous pour voir les épisodes. Moi, j'ai annoncé déjà à nos diffuseurs historiques ce qu'on voulait faire. Donc, il y a un regain d'intérêt. Donc, forcément, ils vont regarder. Mais c'est pas parce mais en même temps, c'est pas parce c'est même pas sûr qu'en ayant un gros succès, ils reviennent tout de suite aux conditions que nous on attend. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut aussi un minimum d'engagement. Et c'est pas évident. Il faut comprendre en fait que l'animation en France, c'est vraiment aidé par le CNC. C'est-à-dire qu'il vous faut un diffuseur, une chaîne de télé française. Si vous n'avez pas de chaîne de télé française, vous n'avez pas les aides du CNC. C'est comme ça. Pas de chaîne, pas d'aide. Donc c'est la double peine quand vous n'avez pas la chaîne française. Pas de chaîne française, pas d'aide française. Parce qu'en gros, le diffuseur va acheter la série et donc va financer une partie. Et à côté de ça, il y a des aides qui sont fournies pour contribuer au reste du financement. C'est ça. Donc en fait, quand vous, par exemple, sur une série comme Wakfu, il faut que, admettons, un épisode, c'est au moins 300 000 €. En tout cas, les anciens, on est entre 300 et 400 000 € l'épisode. Ça coûte une fortune déjà de faire. Nous, on fait tout en France. Donc ça coûte une fortune de travailler comme ça, mais après c'est ce qui fait aussi qu'on a une qualité comme on a. Sur donc 10 épisodes, c'est simple, vous partez sur les 4 millions d'euros, vous n'êtes pas loin des 4 millions d'euros. Sur ça, il faut que la chaîne elle mette 30% du budget. Il faut déjà qu'elle mette 30% du budget. Et si la chaîne a mis 30% du budget, pour être éligible au CNC, il faut 30% du budget. Si la chaîne a fait ça, vous avez en fait le CNC qui vous aide. Donc après, entre le CNC et la chaîne, on va tourner déjà à peut-être 50% du budget complet de la série. Et ça, c'est pour la France. Une fois que vous avez ça, vous devez aller chercher des pays à l'étranger, des chaînes étrangères, et vendre en fait votre série dans tous les pays du monde. Sur Wakfu saison 1 et saison 2, on a mis 10 ans pour rentabiliser. Aujourd'hui, c'est rentable, mais on a mis 10 ans. C'est pour ça qu'il y a très peu de producteurs qui peuvent faire ça aussi, parce qu'il faut avoir derrière les capacités de le faire. On a mis 10 ans pour amortir les coûts de la série. En vendant à chaque fois, en renouvelant les droits. Il y a un pays, je sais pas, même la Belgique, l'Allemagne, aux États-Unis, sur des plateformes ou des chaînes locales. Ils achètent pour 2-3 ans, ils diffusent. Après, on récupère les droits, on peut revendre. Et donc, il y a un cycle comme ça qui s'installe. Et c'est extrêmement compliqué, en fait. Donc, sur une série comme on la propose là en Kickstarter, bon, nous, on annonce qu'on va mettre de la poche d'Ankama 100 000 € par épisode. Donc, ça fait énorme, parce qu'on fait quand vous connaissez, et on va financer, alors ça je sais pas si je peux en parler, mais on va financer en tout cas les 3 premiers. Donc vous avez déjà une idée de ce que ça nous coûte. Derrière, après, il faut avoir un petit peu l'aide du Kickstarter,
Et puis il faut qu'on arrive à débloquer une chaîne. Maintenant, moi, j'y crois. Aujourd'hui, j'y crois. Il y a encore un an, j'avais pas du tout envie de le faire parce que j'y croyais pas du tout. Aujourd'hui, à force d'avoir des discussions avec les fans, je me dis bon, puis je vois l'engouement par rapport aux vidéos teasing qui ont été postées, je me dis bon, il y a quand même des fans dans le monde entier. Si tout le monde met 5 balles, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, donc, on va voir. Donc l'idée de ce Kickstarter, c'est les fans montrent leur intérêt, ça nous permet de montrer à des diffuseurs qu'il y a des gens derrière nous. Ils financent une petite partie du projet, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune donation qui est ridicule en fait, parce que premièrement ça montre un intérêt, deuxièmement ça contribue quand même. À partir d'un certain niveau de donation, nous on récompense aussi l'investissement. Donc il y a une partie qui est financée par les fans, une grosse partie qui est financée par Ankama. On essaye de convaincre des diffuseurs, et dans tous les cas, si on atteint même le premier palier, on y va. En fait. Ouais. Si on atteint le premier palier qui est vraiment pas élevé, ou là pour le coup, j'ai pas de doute. En fait, il faudra aller plus loin parce que si on atteint que le premier palier, ça va être un peu triste. Ça va être dur. On fera quelque chose, ça va être dur, ça sera triste, mais au moins on aura pris l'engagement de faire quelque chose et on le fera. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on voulait pas non plus y aller trop vite et faire n'importe quoi, c'est que ça a des conséquences par rapport à nous. Et c'est pas que en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop que ce ne sont pas que des conséquences financières. Il y a des conséquences financières. Aujourd'hui, on peut assumer ça. Et aussi par amour de notre communauté, de nos fans, par amour de nos personnages, on va le faire, c'est pas un souci. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les enjeux ne sont pas que là-dessus. Les enjeux sont aussi sur le fait que quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et potentiellement, quand on fait ça, on ne fait pas autre chose qui de peut-être plus rémunérateur pour la société. Donc ça reste un risque, mais il y a beaucoup trop d'amour sur cet univers, sur ces personnages, pour les laisser tomber. De toute façon, rien que penser à la confrérie, et de me dire, il n'y aura peut-être pas de suite, rien que quand j'en parle, rien que d'en parler là, ça me donne presque envie de chialer. Donc en fait, il y a ce côté où je me dis, on ne peut pas en rester là, c'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Et ben toi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de ce sujet avec nous. Avec plaisir. On vous retrouve dès lundi sur le Kickstarter de Wakfu saison 4. Vous avez compris que c'était très important pour nous, qu'il était très important que vous montriez que vous êtes là, que vous nous soutenez, et qu'on va s'investir à fond sur cette histoire qui nous tient vraiment énormément à cœur. À très bientôt. Merci.